Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. À l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Martin Cyr, mon conjoint et partenaire d'affaires dans notre entreprise de distribution Pickleball et compagnie. Et nous allons parler des raquettes. Alors Martin, oui, ça fait un petit bout qu'on en parle, qu'on veut parler des raquettes. On a beaucoup de questions de nos clients. Dans le fond, on va parler de la raquette dans son ensemble. Ça veut dire comment elles sont fabriquées, les matériaux qui sont utilisés, pourquoi il y a des longs, pourquoi il y a des... il y en a qui sont plus larges, il y en a qui ont des rebords, pas de rebords, le poids. On a beaucoup de questions, fait qu'on veut que les auditeurs soient bien informés. Et c'est toi, en fait, qui va décrire tout ça parce que tu as déjà fait des vidéos, ça fait déjà un petit moment, puis ça avait super bien été, tu te rappelles? Oui, c'était des beaux vidéos de description de raquettes. Puis les gens avaient vraiment apprécié. Oui, ça. Effectivement. C'est pour ça que c'est toi qui vas expliquer tout ça. Fait que Martin, dans le fond, on part avec les prises. On se fait souvent demander, ouais, mais comment je fais pour choisir la prise? Il y en a des longues, il y en a des plus grosses. Comment t'expliques ça, Martin? Bien, au niveau des prises, on fait toujours des vérifications avec la main de la personne pour voir si la prise est de bonne grandeur, pas trop grosse, pas trop petite, justement pour ne pas avoir de problème au niveau des avant-bras, pas avoir des tennis elbow en anglais, pas avoir de problème au niveau de la main aussi, pas que la main glisse, que la raquette tourne dans la main. Quand c'est trop petit puis que la main est trop grande, bien, la raquette va nous tourner dans la main. Exact. Donc, on commence par choisir ces spécifications-là. On essaie de toujours avoir à peu près environ un doigt qui va passer quand la main est fermée sur le manche de la raquette. On essaie de garder un doigt avant, au bout des doigts, jusqu'à la paume de la main. Oui, c'est un super bon truc, hein? Exactement. Ouais. C'est en général, c'est comme ça. Si on choisit, si les doigts viennent à côté sur la paume de la main, donc la raquette est trop petite. Si on a beaucoup trop d'espace entre la paume de la main et les bouts des doigts, à ce moment-là, la raquette est trop grande. Ça, c'est l'inverse. Fait que c'est un juste milieu entre les deux qui fait que ça fait un bon mix pour le choix de la grosseur du manche, donc la circonférence du manche. Ça arrive par contre, des fois, Martin, qu'il y en a qui, même s'ils n'ont pas le jeu du doigt, ils préfèrent par contre des fois une petite prise. Oui, il y a des gens qui aiment mieux, qui ont des anciens joueurs de badminton exactement ou de ping-pong. Qui, eux, c'est vraiment des petites prises de la raquette, donc ils se sentent mieux au niveau plus à l'aise avec une plus à l'aise avec une plus petite prise, exactement. Oui, effectivement. Puis la longueur de la prise? La longueur de la prise, ça dépend tout le temps du type de joueur qu'on est. Le type de joueur, donc si on a une prise qui est longue, habituellement, c'est pour faire des revers à deux mains. On a de la place pour mettre les deux mains sur la prise qui est longue. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Ça va m'arriver de faire un revers à deux mains, mais j'aime un manche qui est long pour l'effet levier que le manche peut me donner lors d'un smash. L'effet levier est là, c'est le fun, parce que ça fait descendre la balle à terre, vu que le manche est plus long. L'effet levier de la longueur que ça donne donne un bon effet à la balle lors d'un smash. On va aussi chercher un peu plus loin sur les côtés, en ayant un manche un peu plus long, donc la raquette est un peu plus longue. Ça donne ça donne un avantage, ça donne un excédent pour aller chercher peut-être je dirais peut-être un pouce. Des fois, on a des petites madames plus petites puis qui disent, bien justement, j'ai besoin d'en avoir un peu plus. Un peu plus long, exactement. Ils vont aller chercher une raquette avec un manche un peu plus long. Habituellement, les manches plus longs sont sur des raquettes qui sont allongées. Donc, ce n'est pas un modèle standard, c'est vraiment une raquette allongée. On va avoir des manches qui sont un peu plus longues. C'est ça, allongée, quand on parle d'allongée, pour les auditeurs qui ne sont pas certains, c'est la palette qui se trouve être
plus longue. Exactement. Automatiquement, le manche, lui aussi, est allongé. Et plus long. Ouais. Pour ce qui est de la circonférence, on remarque que la plupart du temps, c'est un 4... Ben, ça peut partir de 3, 5, 8, donc c'était des petites prises, donc la majorité du temps pour les femmes. Ça peut aller à du 4 écarts, ça peut aller à du 4,5. Et après ça, on peut jouer avec ce qu'on appelle des grippes, mais comment je dirais, ben, en français, ça serait je pense qu'on est correct avec la grippe. On va y aller avec la grippe. C'est bien correct. On peut rajouter des grippes pour aller chercher plus grand. Il y en a qui on essaie d'utiliser les mots francophones. Mais par contre, c'est pas toujours évident dans le domaine. Ajouter, souvent, communément appelé une overgrip. Exact. Mais ajouter une supplémentaire pour ceux, justement, qui veulent monter leur grippe à une plus grosse circonférence. Là. Exactement. Ouais. Fait que là, on en a des plus... Justement, on tombe dans les grippes. On va enchaîner avec ça, justement. Il y en a des petites qui sont thin, là, très, très minces. Oui, c'est très mince. Des grippes qui sont très minces. Donc, et il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés pour les grippes. Il y en a qui vont être plus absorbantes, il y en a qui vont être plus agrippantes. Il y en a qui vont être ventilés, si on peut dire. Oui, non, c'est vrai, c'est exactement pour les ça. personnes, on a beaucoup de personnes qui vont avoir très chaud aux mains lors des matchs. Donc, ça diminue la grippe qu'on a à la raquette. Donc, ça aussi, ça vient jouer que la raquette nous tourne dans la main quand c'est humide. Exact, l'humidité. Donc, il y a des grippes. Ces grippes-là aident à... C'est comme si ça respirait mieux. Ça respire un peu mieux. Donc, on l'entend souvent, il y a des clients justement qui ont acheté des modèles de raquettes qui viennent déjà avec ce genre de grippe-là trouée. Oui. Puis ils aiment ça parce qu'ils trouvent que ça respire mieux. Ils ont l'impression d'avoir moins la main collante. Fait il y a des modèles qui ont déjà ces grippes-là, mais on peut quand même se procurer des grippes comme ça qu'on peut placer. Qui sont plus absorbantes, qui vont éliminer l'humidité plus rapidement. Fait qu'on peut les mettre sur n'importe quelle raquette. Dans le fond, le client peut très bien se procurer une grippe, puis ça va régler son problème s'il a tendance à transpirer avec sa main. Exact. Ouais. Il y a aussi dans les grippes, là on parle un petit peu plus loin, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes au niveau de la sudation des mains. Ouais. À ce moment-là, on va référer peut-être un gant à ce moment-là pour pouvoir aider la personne à avoir vraiment une bonne prise au niveau du manche. Parce que peu importe la grippe, la personne qui a vraiment beaucoup de transpiration, c'est sûr que ça reste que c'est une belle option à prendre. Là. Oui. Fait que le gant, justement, est utilisé pour ça, puis est utilisé aussi pour les gens qui préfèrent avoir vraiment une bonne adhérence sur la raquette. On a l'impression de mieux l'avoir en main. On vient éliminer aussi un peu de vibration aussi en ayant le gant. La vibration, c'est sûr qu'on vient éliminer un peu de vibration de la raquette. Ouais. On enlève aussi un petit peu de feeling là, de la raquette aussi là, en ayant un gant, mais ça se compense. C'est ça, exactement. Puis il y en a qui ne jouent que par ça, là, porter le gant. S'ils ne le mettent pas, ils ne sont pas confortables. Ils ne sont pas confortables, exactement. Puis là, ensuite, on va tomber dans les matériaux utilisés. Là, on le sait, les compagnies, nous, ça fait 5 ans, plus que 5 ans qu'on est en affaires. Là. Le temps va tellement vite. Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Puis, du début jusqu'à aujourd'hui, c'est fou comment les fabricants ont innové au niveau des matériaux, au niveau de la conception. Puis là, ça peut devenir compliqué un peu pour les gens. Fait qu'on va essayer de donner le plus d'informations possible. Il y a plusieurs matériaux utilisés et la raquette peut être moulée en un morceau comme en 2 morceaux. Est-ce que tu peux expliquer ça assez simplement? Assez simplement, parce qu'il y a tellement, aujourd'hui, il y a tellement de modèles, c'est assez complexe. On n'ira pas dans le plus profond des technicalités. Non, mais puis pas juste ça, c'est qu'on voulait pas, cet épisode-là va pas être axé sur les fabricants en tant que tels. Là. On va surtout parler de ce qui se fait au niveau de la raquette. Au niveau des raquettes. Mais oui, il y a des Selkirk peut faire tel type de modèle, Airbox peut utiliser d'autres procédés, mais on va y aller at large. C'est ça, exactement. Disons que les composantes qui sont utilisées sur les raquettes ont beaucoup évolué depuis, je vous dirais,
5 ans, depuis 5 ans, ça a énormément Oui, évolué. Ça. Donc, on est parti des raquettes qui étaient finition en fibre de verre, qui existent encore d'ailleurs aujourd'hui, qui sont des raquettes qui ne sont pas mauvaises. Aujourd'hui, c'est rendu des entrées de gamme en fibre de verre. Les finitions de fibre de verre ont été utilisées très longtemps. C'est un matériel qui est peu coûteux et qui fait très bien le travail. On a été un peu, par après, on a été un peu avec le graphite. Oui, c'est vrai. On a travaillé un peu avec pas rien un peu, on a travaillé beaucoup et on travaille encore d'ailleurs avec le graphite, les surfaces en graphite. Est arrivé après ça le carbone, qui a été beaucoup utilisé de plusieurs façons. Le carbone, il y a du carbone qui a été peinturé. Oui, c'est au début qu'on a vu ça, dans les premières années de distribution, on a vu du carbone qui était peinturé. Des finitions un peu plus granulées. Après ça, on a eu des finitions qui étaient beaucoup plus agrippantes. Donc, il y avait c'était granulé sur les finitions. Toujours avec la composition de carbone. Toujours avec une composition de carbone, exactement. Et depuis 2 ans, 3 ans, est arrivé le carbone pur. Donc, on a eu toutes sortes de carbone pur. On a eu des carbones tissés, on a eu des carbones, des Torii 700, on a des raw carbone. Là, on est dans une vague où le carbone est très tendance. Très tendance. Et présentement, le carbone qui est texturé donne un très bon résultat. Ça donne un carbone qui est pur, donc c'est un carbone qui est sorti directement de l'usine comme ça. Il y en a qui vont aller les traiter avec des vernis, il y en a qui vont les utiliser carrément purs, donc ils vont aller chercher le maximum de nervurés pour pouvoir essayer d'avoir le plus d'effets possibles. C'est ça, parce que là, je m'en allais, les gens veulent savoir qu'est-ce que ça joue dans mon jeu, la différence de surface de carbone, justement, qu'il soit granulé ou pas. Ça vient jouer sur l'effet de la balle. Un carbone qui a été peint avec un granulé par-dessus ou une finition un peu plus... je prends toujours ça comme un papier sablé. C'est sûr que ça va donner un effet à la balle. Par contre, ça s'use. La majorité des surfaces de raquettes vont s'user à la longue. C'est sûr qu'il y a des fanatiques aujourd'hui qui peuvent jouer 7 jours sur 7. Donc, à un moment donné, beaucoup. Une raquette, c'est pas comme une raquette de tennis. Une raquette de tennis, on peut remplacer le cordage. Mais une raquette de pickleball, on ne peut pas remplacer le cordage. C'est vraiment intéressant que tu en parles, Martin, parce qu'il y en a des clients qui vont dire « Ah, ma raquette commence à être usée », mais justement, c'est des gens qui jouent énormément. 3 heures du coup, puis ils jouent plusieurs fois par semaine. Fait qu'il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre, oui, dans les raquettes. Une certaine usure. Une certaine usure. Si on prend, mettons, un joueur qui joue une fois par semaine, je ne mettrai pas de date précise, mais non. Une fois par semaine, un joueur qui joue une fois par semaine va peut-être garder sa raquette, je dirais peut-être 8 mois, 1 an et demi. Un joueur qui va jouer 7 jours par semaine, au bout de 6 mois, pas juste ça, elle commence déjà à avoir moins de prise et d'adhérence. Mais là encore, ça dépend du type de joueur. Oui, aussi. Ça fait la grosse différence. Aussi. Celui qui est plus en soft, qui est plus en zac, de l'autre aussi qui est... celui qui va frapper plus fort. Celui qui va frapper plus fort, c'est sûr que les internes peuvent aussi être touchés par ça. Mais tu vois, tu parles des internes. L'intérieur de la raquette. On va là. On s'en va là direct. On s'en va là direct. Comment c'est fait à l'intérieur? Les intérieurs, il y a plusieurs façons de procéder aujourd'hui. Il y a des moulés tout d'un morceau. Ça, c'est la majorité du temps, c'est des raquettes sans rebord. Donc, c'est moulé d'une seule pièce. Quand on dit d'une seule pièce, c'est que il n'y a aucun rebord, il n'y a aucune autre pièce qui soutient les côtés. C'est vraiment c'est moulé.
C'est ouais, en un morceau. injecté comme ça, c'est moulé d'un seul morceau. Ouais. Les internes peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Il y a certaines compagnies qui vont utiliser le 100% carbone. La majorité des fabricants fabriquent en polyéthylène intérieur. Donc, c'est communément appelé un honeycomb ou un nid d'abeille. Ou un nid d'abeille, exactement. À ce moment-là, les internes sont en plastique. Ils vont jouer avec les grades de plastique parce qu'il y a des plastiques qui sont plus durs, des plastiques qui sont moins durs. Donc, c'est ce qui va faire qu'une raquette qui est plus facile de contrôle au filet ou est plus en puissance. Si le plastique est plus dur... pas tant la qualité, mais la fabrication du plastique. La dureté du plastique. Ouais. Donc, on va avoir des raquettes plus dures ou des raquettes plus molles. C'est là qu'on va jouer dans les absorptions de balles. Exactement. Tout dépendamment qu'est-ce qu'on aime comme feeling à la frappe. C'est bon à savoir pour quelqu'un qui spécifiquement, il sait ce qu'il veut améliorer ou ce qu'il a envie de faire avec sa raquette aussi. Sa raquette, exactement. S'il arrive une journée, je sais pas moi, il y a un peu moins d'énergie, il peut aller chercher une raquette qui va avoir un peu plus de puissance, donc des internes qui sont un peu plus durs. Et si le lendemain, monsieur a très bien dormi ou madame a très bien dormi, il prendrait une autre raquette. Il prendrait peut-être une autre raquette pour avoir on dit ça, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça drôle, qui écoutent, là, mais c'est parce qu'il y en a qui ont plusieurs raquettes dans leur sac. Là. Tant qu'à faire, pourquoi pas aller chercher des modèles qui vont on va chercher des modèles qui vont faire des trucs différents. Qui vont faire des trucs différents. Donc, ils vont avoir soit plus d'absorption ou soit moins d'absorption. Tout dépendamment, comme je vous disais, de la fatigue du joueur et aussi les sortes de balles. Quand on joue avec différentes sortes de balles, il y a des balles qui sont plus dures. Donc, on essaye d'avoir une raquette qui est un peu plus molle pour avoir plus d'absorption. Et si on a une balle qui, je sais pas, mais ça fait 3 mois qu'elle joue, elle devient molle à un moment donné, on peut aller chercher une raquette plus en puissance pour aller contrer ce problème-là au niveau des balles. Et au niveau des surfaces aussi. Les surfaces aussi sont expliquées. Ça va changer sur la façon de jouer aussi, la façon de prendre la raquette plus molle ou plus dure. Là, c'est ça, on voit une tendance à le sans-rebord. Très bien, quand on a commencé, il y avait une compagnie, on va quand même la nommer Gearbox. Là, peut-être qu'avant Gearbox, il y a eu du sans-rebord, mais très brièvement. C'est très brièvement. La compagnie qui a ramené ça... qui a ramené ça ici au Québec, c'est Pickleball et compagnie, là, on s'entend. Oui, c'est vrai. On ne gênera pas de le dire. Hein. Dans le fond, avec Gearbox, nous, on a amené on a fait connaître cette entreprise-là ici au Québec. Puis quand on est arrivé avec le sans-rebord, combien de questions on se faisait poser par les clients? Mais on avait eu écho qu'il y avait déjà eu du sans-rebord par un autre fabricant. Ça avait plus ou moins bien marché. Mais Gearbox s'est démarqué vraiment pour le sans-rebord. Beaucoup de clients ont été agréablement surpris de voir la qualité de ces raquettes-là aussi. Puis, qu'est-ce que tu dirais pour le client qui dit, c'est quoi l'avantage de ne pas avoir de rebord? Hein? Pas avoir de rebord, c'est surtout quand on veut donner de l'effet à la balle, on peut aller chercher un peu plus loin. Les raquettes sans rebord, habituellement, sont bâties un peu plus solides. Donc, on améliore comment on dirait bien, le sweet spot de la raquette, la place où la raquette est la meilleure frappe. Le meilleur endroit de frappe. De frappe. Elle est plus large parce qu'il n'y a pas de rebord. Elle est un peu plus large. Elle est la même largeur, sauf qu'en n'ayant pas de rebord, on dirait qu'il y a une largeur supplémentaire. Oui, c'est ça. Mais quand on va sortir des coups avec des balles à effet, mais c'est sûr que le rebord, il faut limiter notre sortie de balle. Avec un sans rebord, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Exactement. Ça pardonne un petit peu plus. On peut aller chercher pour l'effet de la balle. Par contre, les raquettes avec les sans rebord, habituellement, c'est des raquettes qui sont assez minces. Par contre, les technologies continuent d'évoluer. On s'est ramassé avec des raquettes
Super quand ça épaisse. commençait, ça jouait dans le 11 mm d'épais. Ah ouais, Après ça, c'est ça a vrai, monté c'est vers vrai le que ça me 14. rappelle Puis là, que on est rendu 16. avec les compagnies Selker qui sont rendues à 20 mm d'épais Oui, sans oui, rebord. plus. Ouais, Donc, on évolue, c'est ça. les systèmes évoluent, Mais les justement, fabricants quand aussi. tu es rendu à cette épaisseur-là, on remarque qu'il y a quelque chose qui a été injecté aussi dans certaines raquettes pour la Euh, solidifier. oui, surtout dans les... Là, on parle moins des... On va aller chercher du foam. Habituellement, on met du foam dans les raquettes. Gearbox a ça depuis belle lurette. Oui, oui. Euh, il y a du foam injecté, il n'y a aucun honeycomb à l'intérieur C'est d'une ça. raquette chez Mais dans le Gearbox, cas de en Gearbox, généralité. le faune est entre les lisières Exactement, de carbone. il tente les lisières de haut en bas C'est ça. et il y a du foam injecté qui est là. Mais il y en a d'autres maintenant qui injectent sur Sur les rebords, les rebords. les rebords vont aller injecter sur les rebords pour donner justement plus de rigidité, améliorer la vibration, enlever beaucoup de vibrations Surtout, oui. de la raquette. Ouais. Ils vont l'injecter même dans le manche aujourd'hui. Ils vont aller l'injecter aussi dans le manche pour enlever justement des vibrations que la raquette pourrait avoir. Ouais. Donc, moins de réverbération de cette vibration-là dans la main et dans le reste du corps T'as aussi. l'avantage. C'est ça. Exact. Ben justement, ceux qui ont des problèmes, là, on en a des clients qui nous disent Ah, j'ai des problèmes de coude, tennis elbow. Il y a des raquettes qui doivent pas prendre. Là. Il y a des raquettes Ben, il y a des qui raquettes, sont moins bonnes pour eux. Là. oui, il y a des raquettes qui sont moins bonnes. Ça joue beaucoup, hein. Ça va jouer pas juste au niveau de la raquette, ça va jouer, comme je disais tantôt, ça va jouer au niveau de la grandeur du manche, de la C'est grosseur du ça. manche. Il y a le manche, mais il y a aussi le poids. Le poids, où est balancée la raquette aussi. La raquette, là, est-ce que le poids est plus en haut? Est-ce que le poids est balancé au centre? Est-ce que le poids est balancé en bas? En bas au manche. Si on prend quelqu'un qui a un problème de tennis elbow, si on lui donne une raquette que le poids est tout en tête, on ne peut pas aller y aider. Là. On n'y aidera pas. Là, on va essayer de donner une raquette qui est mieux balancée pour pouvoir éliminer justement l'effet de lourdeur qu'il peut avoir au bout de la raquette. Oui, bien justement. Fait que là, on va parler de poids. Il y a différents poids. Ça aussi, c'est une autre question qu'on fait demander. Je dois-tu prendre une raquette de 8 onces, 8,5, 7,8? Bon, comment le client s'oriente dans le poids? Premièrement, il y a trois, on jauge à peu près sur 3 niveaux de poids des raquettes. Donc, on met une raquette légère qui va varier d'un poids d'à peu près on va dire à peu près de 7,3 à 7,6 onces. Ça joue là-dedans. Après ça, on va dans une catégorie moyenne, que la majorité des raquettes sont à peu près dans ces poids-là. Donc, on parle d'un 7,8 à 8,1, 8. Ça, c'est un poids moyen. Et on a un poids lourd. Donc, on a un poids de 8,1 à... Ça peut aller jusqu'à 9. Il y en a qui même rajoutent du poids. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on peut ajouter des poids qu'on met sur les raquettes. Là. Pour ce qu'on appelle en anglais le swing weight. Donc, on va aller chercher plus de puissance, soit plus de puissance ou de... Voyons. J'ai un petit peu de misère à expliquer là, le swing weight. C'est vraiment, on va aller mettre des poids en bas, des poids au centre, ou des poids en haut. Oui, c'est ça. On va sélectionner où on veut les mettre. Donc, on va aller chercher, tout dépendamment, si on va avoir plus de puissance, plus de stabilité, ou carrément plus de swing weight là, au bout de la raquette. Oui, le smash. Là, exactement. Ça en tout cas, selon mon expérience à moi, c'est pas les poids en haut des raquettes. Je suis pas un fanatique de ça. Mais on le sait qu'il y a des joueurs qui aiment ça. Ouais, c'est ça mais la majorité des joueurs vont avoir le poids, il faut qu'il soit réparti au manche ou au centre de la raquette. C'est en général ce qui est le mieux. Bien, justement, tout à l'heure, tu parlais de la répartition des poids, là, que ce soit en tête, plus dans le manche ou au centre.
le désavantage, par exemple, d'avoir le poids en tête? Ben, tu sais, on parlait... des avantages. C'est pas des... Ben, il y a des avantages et des désavantages. Mais souvent, on a des gens qui trouvent que... Les avantages, c'est qu'on va aller... La force d'inertie de la raquette va être énorme quand on met du poids en tête. On compare ça un peu à un marteau. Là, si on prend un marteau, puis on prend le manche, puis on frappe, ben, on va faire ce qui est ça va frapper fort. Ça. Si on prend le marteau, on l'inverse, on prend la tête, puis on la met dans notre main, bien là, c'est sûr que c'est facile puis c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. Le haut du manche est très, très, très rapide. C'est ça. Et on diminue pas la vitesse, la rapidité. Dès qu'on met du poids en haut de la raquette, là, on diminue nos déplacements. Les déplacements, on diminue la rapidité du déplacement. De beaucoup. Exactement. Oui, parce qu'il y en a qui réalisent qu'ils ne savaient pas, qui ont des raquettes, mettons, avec du poids en tête. Oui. Puis là, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont du mal, justement, à faire le transfert du droit au revers. Ils trouvent qu'ils ne sont pas assez rapides parce que le poids, le poids est en tête. Il est complètement en tête. Exact. Ça. Parfait. Puis dans le manche, il y en a qui ont le manche, je pense que c'est une bonne place pour aller mettre le poids. Pas dans le manche, mais je veux dire juste à l'entrée de la raquette. À l'entrée du panier. Et au centre pour donner de la stabilité à la raquette. Déplacer. Pour la déplacer, exactement. Okay. Ce que ça va donner, moi je parle pour ma cause à moi, parce que bon, j'ai un problème au niveau de mon bras. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, bon, ben pour le poids, qu'est-ce qu'on choisit? Bon, moi j'ai des problèmes au bras. Et le monde va être porté à dire, ouais, mais prendre une raquette plus légère. Mais non, c'est le contraire. Parce que si on prend plus léger, quand on va venir à donner de la puissance à la raquette, ben, il va falloir générer au niveau du corps. Versus une raquette qui est plus lourde, qui, elle, la raquette va travailler plus pour nous. Elle va travailler un peu plus. Donc, si moi, j'utilise une raquette à 7,4 onces, et que je sais que j'ai un problème au niveau de l'épaule ou du coude, c'est pas tout à fait un bon choix. C'est quelque chose que je demande beaucoup aux clients quand tout de suite en partant, je leur demande as-tu des antécédents de problèmes au niveau du bras ou au niveau de l'épaule pour qu'on puisse aller chercher le meilleur de la raquette pour ne pas blesser la personne. Si on va avec une personne que, je sais pas moi, elle a eu, je prends toujours moi en exemple parce que je suis une des meilleurs exemples. Pour ça, parce que j'ai une blessure à l'épaule depuis plusieurs années. C'est ça. Mais, on va le dire pour ceux qui ne le savent pas, mais ça fait tellement longtemps que toi, ton épaule... Que l'épaule est endommagée, que si je prends une raquette en 7,4 onces, que ce soit juste pour l'essayer, puis que je viens qu'à donner une frappe en puissance, c'est tout de suite, c'est instantané. Je vais tout de suite avoir la douleur au niveau de l'épaule parce que je m'en rends compte tout de suite. Parce que je joue en raquette, je m'en cache pas, je joue en raquette en 8,5 onces. J'ai toujours joué avec une raquette plus lourde pour justement essayer de me donner le plus de puissance. Que la raquette travaille plus pour toi. Que la raquette travaille plus pour moi. Il y a des gens qui vont aller chercher une raquette plus légère parce qu'ils vont être plus rapides au filet. On va aller chercher une raquette plus légère, donc les transferts du revers. C'est sûr que l'avantage de un peut être le désavantage de l'autre. De l'autre, exactement. Il faut s'ajuster. Il y a aussi, on aime-tu jouer? Est-ce qu'on aime jouer rapidement au filet? Est-ce qu'on est patient au filet? Ou on veut juste tout détruire. Exactement. Il y en a qui aiment ça détruire des balles puis des raquettes. Moi, j'ai rien contre, mais... Appelez-nous, on va vous dire quoi faire. En vendre d'autres. Là, il y a quelque chose qu'on voit, là, c'est fou. Dont on avait remarqué qu'il y avait la première raquette qui a eu des ouvertures. OK? On va la nommer, c'est One Shot, qu'il y avait des petits trous tout autour de la raquette. Oui.
Ça a été le premier modèle où on Dans a les vu... premiers modèles Ouais. qui a été... Puis là, les autres ont embarqué. Là, maintenant, il y a le sourire pour une compagnie. Il y a l'autre qui a un trou aussi. Il y en a plusieurs qui ont décidé d'embarquer. Puis d'emboîter dans ce les pas-là. trous, bien évidemment, ça l'évite, ça enlève un peu de résistance. Ça enlève de la résistance au vent. Au vent, c'est ça. ça. Surtout au filet. On déplace moins d'air. Exactement. On donne de l'aérodynamique à la raquette. Oui, mais ça, c'est très tendance, là. Ben oui, puis la compagnie One Shot avait apporté ça, a fait un très beau vidéo d'ailleurs, dans une salle d'aérodynamique pour montrer qu'on balayait 2 à 3 % moins d'air avec la raquette en ayant des ouvertures sur les côtés. Eux avaient mis ça sur les côtés. Ouais. Ils sont encore comme ça d'ailleurs. Oh, oui, tous les côtés de la raquette. Et ça fait aussi qu'on balaie moins d'air et on crée moins de résistance à l'arrière de la raquette. Donc, on crée moins de résistance au vent à l'arrière de la raquette. On s'entend, c'est 2 à 3 %. Il y a certains modèles qu'on s'en aperçoit que la résistance c'est plus rapide. Tu sais, mettons qu'on parle d'une raquette qui n'a pas et une raquette qui l'a, ça crée moins de résistance sur le devant de la palette et moins de restrictions aussi sur l'arrière de la palette. Parce que quand on la passe dans le vent, à l'arrière, il se crée comme un siphon, si on veut. Ça ralentit le coup. Oui, ça a un côté très, très pratique. Là. Oui. Il y en a plusieurs qui aiment ce style-là. Exactement. Ouais. On a parlé aussi, on a sauté un peu une petite étape, la construction toute d'une pièce. Oui. Et la construction en 3 pièces. En trois morceaux. En 3 morceaux, exactement. 3 morceaux, c'est qu'on parle du cœur, les 2 composantes, soit du carbone, du graphite, fibre de verre. Comme on a nommé tantôt. Sont collés sur le centre et on vient mettre un rebord tout autour collé pour faire la finition. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de fabriquer des raquettes de pickleball. Est-ce qu'on a fait le tour? On a parlé de l'épaisseur, du poids. Je pense qu'on a fait le tour, les compositions. Ah oui, il y en a on a parlé de la prise et des longues prises qui venaient souvent avec une longue raquette. Oui. Fait que là, les raquettes ont plusieurs gabarits, si tu veux. Il y en a des longues, il y en a des carrés. Oui. Il y en a, il y a plusieurs formats. Ça, c'est à démystifier aussi parce que la majorité des gens vont jouer avec une raquette qu'on appelle carré, qui est standard, le carré qui est standard. Ça fait des raquettes un peu plus rapides au filet, on s'entend, parce que la raquette est plus courte. Plus direct aussi. Au niveau du manche, les feelings sont plus courts. Fait qu'on a le feeling un peu plus long, mais on a d'autres avantages aussi que la raquette longue. On a la raquette courte, ça c'est la raquette standard. Cette raquette-là est utilisée à pratiquement tout le monde utilise ce type de raquette-là. Puis tous les fabricants. En fond. On va aller chercher la raquette, ça c'est la raquette courte. Et on va aller chercher une raquette qui est longue aussi, qui elle va avoir un demi à 3/4 de pouce plus long. Mais par contre, on réduit sa surface. On réduit la surface en largeur. Parce qu'on a une spécification pour la grandeur. C'est ça ton choix, c'est soit qu'elle est moins large, mais tu as plus de longueur. Exactement. C'est là que ça... Et on joue aussi avec la longueur du manche. Exactement. On a une raquette qui est longue et avec un manche long, ben, le panier est obligé d'être réduit. Si on prend une raquette qui est longue, mais qu'on a une bonne longueur, ben, il faut réduire le manche. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour les auditeurs, qui sont peut-être pas ceux qui ne le savent pas, c'est que la superficie totale doit être respectée. Exactement. Pour être légal. Pour être légal. Fait que si on enlève de la largeur, bien là, on joue ailleurs. Fait que, on enlève de la largeur, on peut jouer avec la longueur. Si on joue avec la longueur du manche, bien, il faut réduire le panier. C'est ça. C'est beaucoup de spécifications qu'il faut respecter. Le sweet spot qu'on appelle, qui est la meilleure place de frappe, ça aussi, ça va bouger.
Oui, Il ne sera pas positionné nécessairement au même endroit. Il n'y aura pas la même largeur, dépendamment de la raquette qu'on va exactement. avoir. Fait que ça aussi, ça joue. Mais ça, le fameux sweet spot d'un fabricant à l'autre, Ça différencie d'un c'est fabricant. différent. Oui, exactement. Ouais. Là encore, c'est ses compositions internes. Les compositions internes qui vont, bon, si ça plie plus une certaine place, mais c'est sûr que la balle va mourir sur la raquette. Oui, ouais. Ça joue d'un fabricant à l'autre. Mm-hmm. Il y a des fabricants, comme j'expliquais tantôt, il y a des fabricants, vu qu'ils les font en une seule pièce, moulées d'un seul morceau, bien, automatiquement, ça fait des raquettes que les sweet spots sont un peu plus grands. Les moulés en 3 parties, tout dépendamment comment que les plastiques à l'intérieur sont conçus, Ouais. ben, on peut aller chercher plus de sweet spots au niveau de la raquette. Si les plastiques sont différents à l'intérieur, c'est plus dur, moins dur. C'est ça. C'est pour ça que les prix varient beaucoup, hein? Oui. Parce que là, c'est aussi les prix, quand on a commencé, une raquette haut de gamme, je pense que c'était comme 170, 180. 170, quand tu avais payé 180. Ça commençait à faire pas mal. Là, on est rendu à 380, la plus 400, chère. là. Mais là, le pourquoi est justement tous les matériaux qui sont un peu plus fancy, Les qui sont utilisés, plus spécifiques. spécifiques. Aussi, avec le jeu qui évolue, parce que c'est un sport qui est en pleine évolution. Fait que là, ça aussi, les fabricants évoluent dans aller chercher des technologies qui sont vraiment super intéressantes, là. Ça justifie le prix, justement. Oui, ça justifie le prix. Aussi, la technologie qui a été utilisée, les essais qui ont été faits. On n'est plus dans une raquette où on découpe une forme dans un bout de bois, puis on colle des affaires. Les fameuses premières raquettes qui étaient juste en bois. En bois, là, il y a plastique aussi. Il y en a qui sont juste en plastique avec une belle petite corde. Exactement. on n'est plus là. Ça. On n'est plus dans ça. Puis il y a de l'expertise aussi qui est bâtie aussi autour de tout ça. Oui. Il va y avoir des experts qui vont les essayer. Il va y avoir de l'expertise technique aussi qui va être faite. Comme le jeu... au niveau professionnel est rendu quand même assez loin. Beaucoup de fabricants de compagnies viennent des États-Unis. Puis là-bas, le jeu est fort. Puis là, c'est ça, justement, avec des joueurs de haut niveau aussi, ils prennent le pouls. Ils prennent le pouls de ces raquettes-là, exactement. C'est ça, ils veulent faire avec. On a le plus bel exemple, que ce soit chez Joella avec Ben John ou avec Simon Jardim ou mettons on s'en va chez Selkirk avec Catherine Parenteau qui a signé sa propre signature sur la raquette. Donc, elle a travaillé pour aller chercher le maximum que pour son style de jeu. Oui, c'est ça, exactement. La raquette lui convient parfaitement. Là, c'est un modèle qui va convenir à plein de gens aussi, mais ils sont partis aussi de son... Ils sont allés valider auprès d'elle. C'est sûr qu'ils vont travailler avec ces gens-là pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils aiment le plus pour construire des modèles d'une personne à l'autre. Je ne l'ai pas oublié, tantôt, on a parlé de l'épaisseur des raquettes. Il y a des clients qui nous demandent je prends-tu une 13 mm, je prends-tu une 14, je prends-tu une 16? C'est quoi la différence? Alors ça joue beaucoup, encore une fois, sur le jeu. On va en parler pareil parce que il y a une différence. Là. Pourquoi qu'un joueur irait chercher une 16? C'est quoi qu'elle fait? Plus elle est épaisse, en fait, qu'est-ce qui arrive? Plus d'absorption de façon générale. Mais là, oui, je comprends ce que tu dis. Avec toutes les compositions, ça peut jouer. Il peut y avoir des petites différences. Mais en principe, plus elle est mince, plus elle est directe. Oui. Plus elle est épaisse, plus elle a d'absorption. Plus elle a d'absorption. Mais ça peut jouer avec les matériaux. Avec les matériaux, exactement. On va partir, comme on disait, de 11 mm et aujourd'hui, on va jouer jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Oui, c'est fou. À 13 mm, je conseille tout le temps aux gens d'essayer avant parce que c'est vraiment des raquettes qui sont un peu plus directes. Oui, c'est ça. Selon les compagnies, on parle de chez Gearbox. Gearbox, c'est une compagnie bien un peu à part des autres parce qu'ils ont travaillé les matériaux à l'intérieur pour que la raquette à 11 mm soit
soit plus puissante ou plus Oui, absorbante. c'est ça. Ouais, Fait que, exactement. tu sais, on Là, parle c'est un bon exemple. de 11 et 14 mm là, pour Gearbox. Là, on Ouais. s'entend, là, ils ne font pas de 19 mm Non, 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 encore non, chez pas du Gearbox. tout. Mais ils ont des Mais ils matériaux ont des assez... matériaux qui ont Inter- été utilisés pour justement lui donner lui donner plus d'absorption. d'absorption. C'est ça. Fait que c'est Mais pas parce qu'elle est mince en général, les compagnies vont travailler avec du 13, du 14 mm. En général, c'est 14 mm. Va avoir une raquette un peu plus puissante à 14 mm. Ouais. Et vont avoir une raquette 14 et 16, c'est ce qui est le plus utilisé en épaisseur sur le marché présentement. On va aller chercher, comme je dis, on a été chercher du 19 mm à un moment donné, qui faisait des très bonnes raquettes avec des toits composés à l'intérieur, des technologies assez poussées, c'est incroyable. qui faisaient des raquettes qui étaient autant absorbantes que puissantes. Ça, c'est vraiment, c'est là qu'on va jouer sur les composantes internes. Et quand on va chercher du 19 mm, mais là, on va encore jouer ces composantes internes parce qu'à un moment donné, il faut que ça frappe aussi. Si on est à 19 mm, il faut que la balle se déplace. Il ne faut pas juste qu'elle s'absorbe dans la raquette. Non, qu'elle fait juste traverser sur le bord du filet. Là. Exactement. Ça allait plus loin que ça. Il y a des technologies qui sont utilisées à l'interne de ces raquettes-là. C'est pas fini. Hein? C'est fou, hein, tout ce qui va se faire, Martin, là, sur le marché. Puis surtout de voir que là, il y a des compagnies qui embarquent qui n'étaient pas du tout dans le pickleball avant, là, qui étaient soit spécialisées dans le ping-pong, badminton ou peu importe, là, sont rentrés dans le pickleball. Fait que les années à venir, il va s'en passer des choses. Là. Toutes les compagnies, il y a autant des compagnies, comme tu dis, de ping-pong qui ont embarqué dans le pickleball, et des compagnies de tennis qui ont embarqué dans le pickleball. Fait que c'est pas fini. Même dans le badminton, on s'entend que Yonex, on s'entend que c'était connu au niveau badminton. Ils sont rendus dans le pickleball. C'est pas fini, là. On entend... Je vous dirais que présentement, il y a tellement de marques sur le marché qui sortent. Je vous dirais qu'il en sort une par semaine ou peut-être une ou 3 jours, une nouvelle raquette là, présentement. Que ça nous donne du challenge en tant que représentant, en tant que vendeur. Mais il faut les essayer, ces raquettes-là. Ce qui est le fun de ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on les essaie, on les achète et on les essaie. On les passe, on les donne à des clients qui ont plus d'expérience ou moins d'expérience que nous. On fait ça aussi des fois, c'est vrai. Donc, ça nous donne un beau feedback, un beau retour du produit. Ce que les produits sur le marché peuvent faire présentement. Je pense qu'on a fait le tour, Martin. Qu'est-ce que tu en penses? On a-tu touché à tout? Je pense que oui. Je pense que, en tout cas, si jamais les auditeurs, vous pensez qu'il y a des trucs qu'on aurait dû parler, juste à nous écrire. Vous savez que vous pouvez nous écrire sur le site Internet de Pickleball et compagnie. Il y a un endroit pour nous écrire commentaires, questions. Ça peut être des suggestions aussi. Nous, on était super contents, Martin et moi, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet épisode-là. J'espère que les informations vous ont plu, puis que ça va vous aider dans le choix de votre raquette. Si vous avez trouvé ça intéressant, merci de partager le podcast. On est sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Et si vous tenez absolument à voir notre binette, allez sur YouTube. On a notre chaîne de balado Pickleball et compagnie. Merci de partager. C'est ce qui fait qu'on va continuer parce que on veut faire découvrir le pickleball au Québec. Puis on veut surtout que les gens soient bien informés sur ce qui se fait dans le domaine du pickleball. Merci. À bientôt.